Donc à l'instar des spectateurs dans cette salle, vous avez aussi eu l'occasion de découvrir chacun Les Dents de la Mer pour la première fois. Et quel a été votre premier contact avec ce film et avec son réalisateur? Une odeur de riz brûlé. C'est une diffusion télé par laquelle j'ai découvert le film. Et à l'époque, ma mère avait une certaine détestation, on va dire, de tous ces cinémas populaires. Mais j'avais insisté pour regarder le film, donc elle m'a laissé le faire, mais en se garantissant, elle, qu'elle ne le regarderait pas. Et donc elle a mis du riz à chauffer pour s'occuper de son repas du soir. Et le riz a brûlé parce qu'elle était totalement scotchée devant la télévision. Et c'est resté quand même pour moi un symbole de ces gens qui ont un regard assez méprisant justement sur la culture pop et qui ne réalisent pas que ces mécanismes fonctionnent sur tout le monde, quoi. Pour ma part, moi je l'ai découvert assez tard, ce film, et même Spielberg de manière générale, parce que j'ai grandi plutôt avec des films de jeunesse, des films d'animation qui étaient vraiment mon champ de production favorite. Et c'est un peu en essayant de faire ma propre culture cinématographique que je me suis dit, il faut passer par Spielberg, c'est un peu un passage obligé. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces films, je dirais vers mes 18-19 ans, très tardivement. Donc je n'ai pas eu le traumatisme peut-être de voir le requin et ensuite de ne plus vouloir me baigner. C'était vraiment beaucoup plus vieille que j'ai fait la découverte de ce film. Alors j'ai un traumatisme lié aux Dents de la Mer. Tu m'excuseras si je le fais ici en public. Alors désolé, j'ai la voix un peu prise. Toi, mon petit copain de Corneville-les-Bains, tu n'oses plus te baigner dans la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. Ça, c'est mon traumatisme. C'est une chanson qui a eu énormément de succès quand j'étais gamin, de Gérard Lenormand. Et ça a été, d'une certaine manière, mon premier contact avec ce maudit film américain, quand même. Mais ça remet le contexte. Ça rappelle comment ce film était considéré à son époque, quoi. Et quel rapport vous entretenez tous les deux avec ce cinéaste Steven Spielberg? Qu'est-ce qu'il représente dans vos vies respectives? Moi, c'est doux amer. Il y a des films de Spielberg que j'aime beaucoup et d'autres que je supporte pas, comme Intelligence artificielle, par exemple, qui a tendance à beaucoup m'énerver malgré sa grande mélancolie et la fin assez poétique de ce film-là. C'est assez partagé. C'est vrai que j'ai toujours un peu honte de dire que Spielberg m'énerve, que par moments je n'aime pas ces films parce que je sais que c'est un peu sacrilège, mais j'ose le dire ici devant vous aujourd'hui. Un rapport complexe avec Spielberg. Parfois, j'adore ce qu'il fait et parfois, il m'énerve un petit peu. Moi, je peux dire que je le divinise depuis tout le temps, mais j'ai eu le plaisir durant ma vie de voir son statut totalement bouleversé. Moi, j'ai grandi à une époque où Spielberg était considéré par l'intelligentsia comme le fossoyeur du cinéma. Vraiment le mal incarné. Et on en est aujourd'hui à le considérer presque à l'égal de ce qu'était Hitchcock dans les années 70. Donc pour moi, ça a été une validation totale. Mais c'est vrai qu'il représente pour moi un idéal de cinéma, et ça depuis le tout début, puisque le film qui m'a vraiment ouvert à la cinéphilie, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue. Quand j'étais gamin, c'est la première fois où j'ai compris qu'un film était quelque chose qui se fabrique, qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra. Jusque-là, comme tout le monde, je pensais que les films tombaient comme les murs, comme les fruits des arbres, quoi. Et en voyant ce film, je me suis dit non, en fait, il y a des gens qui font ça. Et c'est vraiment, il y a un truc dans sa mise en scène qui te rappelle constamment sa présence, en fait. D'accord. Donc un cinéaste indubitablement culte, on peut pas dire le contraire. Et ce film, Les Dents de la Mer, quelle place il occupe en fin de compte dans sa carrière, mais aussi dans l'industrie hollywoodienne? Les Dents de la Mer, dont on fête les 50 ans cette année. C'est un film qui refuse de partir, en fait. Ça a été, donc évidemment, on le sait, un énorme carton à sa sortie, mais des énormes cartons, la Mélodie du Bonheur, c'est un énorme carton au même titre que Les Dents de la Mer. Il a plus ce statut aujourd'hui auprès du public. Il y a quelque chose dans ce film qui culturellement touche à l'universel. Il y a un critique que j'aime beaucoup, un vidéaste de YouTube qui s'appelle Tony Zhou, qui aujourd'hui ne produit plus rien,
qui avait fait une petite chronique, parce qu'il est d'origine asiatique, et il racontait qu'il avait fait un voyage au Tibet, au Népal et au Tibet, et dans les sommets vraiment perdus, il s'était retrouvé dans une espèce de vieille taverne. Et là, il y avait un poste de télévision noir et blanc qui crachait une image dégueulasse, et dessus, il y avait Jaws qui était diffusé en anglais, en plus pour des gens qui ne parlent pas l'anglais. Et il a observé les gens dans cette taverne qui regardaient le film et qui réagissaient exactement au bon moment, comme le public américain pouvait réagir face à ce film. Et là, il s'est posé la question, en tant que cinéphile, il s'est dit, quel est le film que l'on pourrait passer dans une langue étrangère, dans un pays qui n'a absolument aucun rapport avec l'intrigue. Ces gens-là n'ont jamais vu de requins de leur vie. C'est à peine s'ils ont vu des poissons, ils sont au sommet des montagnes. Et pourtant, ils comprennent tout, ils ressentent tout, etc. Et il appelait ça l'effet Jaws, en fait. Quand, à chaque fois qu'il découvre un film nouveau et qu'il doit en faire la critique, il se dit, est-ce qu'il passerait le test Jaws ? Non, et l'anecdote racontée par Rafi qui est passionnante parce que ça nous montre bien que ce qui importe dans ce film-là, c'est sa capacité à devenir mythe, en fait, à transcender même la narration et l'histoire, à transcender aussi un mauvais roman dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu après, puisque le roman originel n'est pas vraiment fameux et rien ne le prédestinait à donner le film qu'il a donné. Donc on voit bien qu'à partir de ce film-là, Spielberg a construit un mythe qu'il est parvenu à essentialiser. C'est au-delà du requin, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'étranger. Il y a tout un tas de mythes que ça brasse et ça fait de ce film un grand film à ce titre-là. Et donc ce roman, parlons-en. Donc c'est un roman de Peter Benchley à base et qui n'a pas forcément très bonne réputation. Alors, c'est pas forcément qu'il n'a pas très bonne réputation, parce qu'à côté de ça, il continue d'être traduit et d'être réédité, notamment en France, donc il est encore très facilement trouvable. Est-ce que je le recommande à la lecture ? Si vous voulez passer un bon moment de lecture, pas nécessairement, et c'est en grande partie parce qu'il est extrêmement daté. On va avoir dans ce roman-là des remarques lesbophobes, racistes. Notre personnage de Brody, il n'est pas du tout identique à celui qu'on voit à l'écran. Il est plutôt alcoolique, plutôt jaloux de sa femme Hélène, et d'ailleurs, cette chère Hélène, elle va tromper Brody. Donc on voit bien que Benchley, lui, il voulait vraiment, à partir de ce requin, plutôt raconter une histoire prétexte pour réfléchir sur un homme dont le paysage émotionnel est en train de se déliter. Brody se sent menacé par Hooper, qui est le frère de l'ancien petit ami d'Hélène, et elle va avoir une relation adultérine avec lui. Donc vraiment, ce qui intéressait Benchley, c'était d'imaginer une relation adultère, des relations mafieuses, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a des mafieux qui rachètent des terrains et donc qui spéculent sur justement Amity. Donc ça, c'est vraiment un à côté qui est très travaillé dans le roman. Après, tout de même, ce roman, il est assez fort sur un point en particulier, c'est parler de la classe sociale. Et c'est pour ça que, à la limite, je le conseillerais à la lecture. Il est intéressant parce qu'il ne cesse de nous parler de la blessure intime de Brody, qui est celle d'être un déclassé. Il est simplement le chef de la police locale et il sait très bien que jamais il pourra offrir à Hélène la vie qu'elle mérite. De la même manière, quand on lit ce roman, on pourrait s'interroger sur la place donnée aux requins et sur les scènes un peu sanglantes sur les victimes. Alors Benchley, il va en faire un petit peu plus. Il va y avoir davantage de victimes, notamment un vieux monsieur qui avait absolument rien demandé. On aura toutes les victimes qu'on connaît déjà, le petit enfant, et c'est justement à Benchley que Spielberg va emprunter cette espèce ce radeau flottant pneumatique qui reste comme une métonymie de la disparition de cet enfant-là. Ça, il le reprend totalement, mais on va avoir un travail moindre que Rafik commentera d'ailleurs après sur la présence du requin. Il va essayer, Benchley, de nous dire « Ah oui, le requin voyait les pieds qui pataugeaient et du coup, il va poursuivre l'enfant. » Il va vraiment essayer de psychanalyser presque le requin dans le roman. C'est pas très réussi à ce niveau-là, mais c'est passionnant dans le roman, les effets délétères que ça provoque. Et donc, on se rend compte que Benchley, il aurait pu parler d'une attaque atomique, d'une guerre. Il a choisi de parler d'un requin parce qu'à ce moment-là, il s'était passionné pour différents documentaires qui sont passés à la télé. Et le requin n'est qu'un déclencheur d'un nœud dramatique, celui d'explorer la psyché compliquée de Brody qui n'a qu'une peur, perdre sa femme, être considéré comme un moins que rien et être ridiculisé par Hooper qui incarne à ce moment-là un homme beaucoup, beaucoup plus aventureux que lui. Donc est-ce qu'il faut lire ce roman ? Je pense que vous pouvez faire l'impasse dessus, mais c'est pas inintéressant, après avoir vu le film, de lire le roman pour comprendre précisément le gros travail qui a été refait pour arriver au film que vous avez vu aujourd'hui, puisque la trame narrative est quasiment identique. Donc vraiment, c'est intéressant de voir que transmédiatiquement, il s'est passé quelque chose de l'ordre, non pas de l'incompréhensible, puisqu'on va essayer de le décrypter ensemble, mais il s'est passé quelque chose.
Tout à fait. Et quel intérêt a eu Spielberg quand il est tombé sur ce bouquin qui n'était pas encore sorti d'ailleurs? Oui, effectivement, ça, je pense que c'est important. Il s'est arrêté sur les épreuves, hein, parce que donc dans les studios hollywoodiens, on reçoit les épreuves des bouquins pour en acheter les droits avant même qu'ils soient publiés. Il s'agit de flairer le best-seller, etc. Et à cette époque-là, c'est devenu un sport national, puisque la Paramount a fait fortune avec le roman de Mario Puzo, Le Parrain. Qui donc a été racheté très vite, et ils savaient que ça allait être un best-seller dans les mois à venir. Du coup, ils ont accéléré la production du film pour être là à temps, et ça a donné ce qui est en réalité le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, c'est Le Parrain. On a tendance à dire que c'est Jaws, mais Le Parrain l'a précédé. Et ça s'est reproduit de la même façon avec le roman L'Exorciste. William Peter Blatty pour. Voilà, tout à fait. Pareil, le film était prêt alors que les gens venaient de tourner la dernière page du bouquin. Et ce sont des films qui du coup devaient sortir très vite sur un gros parc de salles, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, qui était qu'un film avait une carrière étalée sur presque 5 ans en fait, en passant d'une ville à l'autre, etc. Donc voilà, le principe du blockbuster vient de là. Et donc, Jaws, ils avaient flairé le bon filon. Il y avait ces épreuves qui traînaient chez Zanuck et Brown. C'est le producteur Brown, hein, qui a vraiment découvert le roman. Mais ce qui a arrêté Spielberg, c'est évidemment pas le récit, c'est le visuel et le titre. Et ça, je pense que c'est important, parce que donc le visuel du bouquin, c'était déjà la suggestion de ce qu'allait faire le poster du film, sauf que c'était une forme plus abstraite, mais on reconnaissait vaguement comme un poisson, et donc cette silhouette de femme au sommet. Et il y a quelque chose de très intensément inquiétant dans cette imagerie, qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, la puissance obscure du désir, ou je sais quoi, parce qu'il y a quand même une belle femme, et ce truc monstrueux qui surgit des profondeurs, donc ça va chercher très très loin dans l'inconscient. Et Jaws, le titre même, donc ces 4 lettres, au-delà de ce qu'elle signifie, donc elle veut dire mâchoire, il y a quelque chose il y a presque un crachat dans le mot. Et c'est ça qui a vraiment bousculé Spielberg. Il s'est dit, ça me parle. Il venait de faire quelques mois auparavant donc ce téléfilm qui est devenu un film parce qu'il est sorti en salle en Europe qui s'appelait Duel, et il s'est rendu compte qu'il y avait un parallèle en fait entre ce qu'il avait mis en scène dans Duel, qui était c'est l'histoire d'un automobiliste qui est pourchassé par un camion dont on ne verra jamais le conducteur, et donc ce camion devient presque un animal en fait, et on ne saura jamais pourquoi il le poursuit en fait. En gros, il l'a doublé à un moment où il fallait pas. Et ce camion va tout faire pour le détruire. Et donc ben voilà, il s'est senti légitime à faire un film qui mettra en scène le requin de la même façon qu'il avait mis en scène ce camion mythologique, on va dire, dans Duel. Sauf qu'évidemment, il n'avait pas du tout le statut à l'époque pour prétendre travailler sur une production. Alors c'est pas une production d'envergure, hein, Jaws, il faut le préciser, c'est un film qui cherche à l'époque entre les 3 et 4 millions de dollars, alors que les gros films de l'époque se font plutôt dans des fourchettes de 10 millions de dollars. D'ailleurs, le gros projet Universal à cette époque-là, à l'époque où Jaws va être développé, c'est un film qui s'appelle L'Odyssée du Hindenburg de Robert Wise, sur la catastrophe du ballon allemand, le Hindenburg. Film dont je pense que beaucoup de gens n'ont pas du tout la mémoire aujourd'hui, mais c'était le film qui a occupé vraiment les esprits du studio. Jaws, c'était ok, si le roman cartonne et qu'on arrive à temps et qu'on fait des entrées, ça sera une bonne affaire, mais personne s'attendait évidemment à ce qui s'est produit. Mais c'est intéressant de constater que ce qui a arrêté Spielberg, c'est une émotion et pas du tout un récit. Et c'est ça qu'il a d'une certaine manière cherché à capturer ensuite. Et peut-être pour rebondir rapidement, c'était très intéressant ce que tu disais sur la couverture et ce que ça dit du refoulé, de la lecture érotique, psychanalytique qu'on peut faire. L'érotisme est omniprésent
dans le roman originel, puisqu'on ne cesse d'avoir des rapports sexuels. Brody a sans cesse envie d'avoir un rapport sexuel avec sa femme, qui se refuse à lui, qui va coucher avec un autre, et qui parle même de ses fantasmes de viol. Donc c'est vraiment, chez Benchley, absolument constitutif de son roman. C'est le roman de son personnage frustré, qui, par la poursuite du requin, va de manière phallique, on peut faire une lecture aussi de cet ordre-là, essayer d'assouvir un besoin tout simplement viriliste, auprès duquel il essaye de s'en emparer. Et c'est drôle de voir que le film a été explicitement dépouillé de ces scènes qui étaient très marquantes dans le roman, de scènes à foison, de parties de jambes en l'air. Oui, ça aurait été même embarrassant, parce que je me souviens d'une scène où Brody se pointe devant sa femme avec une érection et qu'elle le regarde, genre comme, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Bon, je vois pas très bien Roy Scheider refaire ça dans le film. Mais il y a un déplacement. Il y a quand même un déplacement de la frustration sexuelle sur d'autres plans. Il y a une anecdote que je peux pas m'empêcher de raconter. Bon, Spielberg, c'est un nerd, un geek, mais à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment le gars pas cool. Et à l'époque, au début des années 70, il fréquentait beaucoup Brian De Palma et Martin Scorsese. Et De Palma avait l'habitude de traîner dans une beach house, donc une maison près de la mer, qui appartenait à deux comédiennes, deux jeunes comédiennes qui étaient Jennifer Salt et Margot Kidder. Margot Kidder, vous la connaissez parce qu'elle jouait Lois Lane dans la version de Superman de 1978. Et Margot Kidder, qui était une femme de son époque, de son temps, donc très très libre dans sa sexualité, etc., dont Brian De Palma était un peu amoureux. D'ailleurs, il a même écrit le scénario de Sœur de sang pour elle, pour lui offrir le rôle, avait, comment dire, un regard très condescendant sur Spielberg. Donc, elle a rappelé des années plus tard qu'il portait des chaussettes Bugs Bunny. Ça l'avait marqué. Donc, bon. Et elle parlait de quelqu'un qui la faisait marrer par je cite, ses manières de puceau. Donc on imagine bien qu'il y a forcément eu un soir en bord de mer où Margot Kidder, parce que ça devait peut-être l'amuser, a allumé le pauvre puceau au coin du feu avant d'aller se prendre un bain de minuit, quoi. Je pense sincèrement que cette scène, elle vient de quelque part et que c'est une vengeance tardive de Spielberg à l'égard de Margot Kidder. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la frustration sexuelle dès l'ouverture du film, quoi, avec cette femme au corps magnifique, voilà, et libre, voilà, qui s'en va et qui est à jamais hors de notre portée, et que le désir des profondeurs vient récupérer, quoi. On voit qu'il y a un intérêt très fort de Steven Spielberg, mais pour recontextualiser, qu'est-ce qui se produisait à l'époque à Hollywood ? Est-ce que ce genre de projet avait le vent en poupe ? Avant la sortie de L'Exorciste et du Parrain, le seuil de fréquentation du cinéma américain était le plus bas de son histoire. C'est vrai que la critique a fait des gorges chaudes sur ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood du début des années 70, et Peter Bogdanovich, Dennis Hopper et tous ces artistes-là, qui effectivement ont amené un côté un peu européen, un peu auteur dans le cinéma hollywoodien, mais c'est oublié que le public n'était plus là. C'était les bourgeois de la ville, en fait, qui allaient voir ces films-là et qui les appréciaient, sur lesquels on écrivait beaucoup. Ce que des films comme L'Exorciste et Les Dents de la Mer ont ramené, c'est la fête foraine, c'est le choqueur estival, c'est le grand public, le public populo qui sent sous les bras, quoi. Et donc, du coup, effectivement, ce sont des films qui sont encore à l'équilibre, c'est-à-dire qui cherchent encore à faire plaisir à une critique déjà passée, en fait. Le traitement des personnages, l'écriture de certaines scènes dans Jaws, on retrouvera plus ça par la suite chez Spielberg, dans Rencontre du troisième type ou d'autres films comme ça. Il y a encore un côté un peu Bogdanovich dans les premières scènes familiales, le côté un peu réaliste de la façon de montrer la vie d'amitié, de la communauté, etc. Les personnages qui parlent les uns au-dessus des autres, dans une certaine cacophonie. Il y a un côté Robert Altman presque dans certaines scènes notamment avant l'arrivée de Quint et tout ça. Et en même temps, il y a
le film à effet, le film populo qui régulièrement reprend la main dans le film. Et je crois qu'il y avait une mode à l'époque à Hollywood, celle des films catastrophes, notamment l'école Irwin Allen. Oui, tout à fait. Irwin Allen était... En fait, le Hollywood des années 50-60 sentait bien c'était mort. Hein, il faut rappeler qu'à la fin des années 60, toutes les grandes majors ont été revendues à des groupes financiers... Paramount a été racheté par Gulf Western, etc. Tous les anciens, tous ceux qui ont fait le Hollywood de l'âge d'or sont partis à la retraite et considéraient qu'ils ne comprenaient plus rien au public et au pays. Voilà, enfin, je sais pas moi, à la Warner... c'est en 67, oui c'est ça, Jack Warner, le film qu'il a le plus détesté dans le line-up de son studio, c'est le seul film qui marche, c'est Bonnie and Clyde. Donc il comprend que c'est plus son époque, quoi. Les mecs faisaient des comédies musicales avec des cow-boys qui font des claquettes pour un public d'ados qui allait se baigner à poil dans la boue à Woodstock. Donc il y avait deux pays qui n'arrivaient plus à se parler. Donc il y avait besoin d'un changement, mais ce changement, il s'est fait dans une période de crise. Donc, effectivement, on a eu cette chute monstrueuse au début des 70s en termes de fréquentation. Et Irwin Allen, c'était encore un cinéma que le vieil Hollywood comprenait. C'était des films avec beaucoup de stars, on faisait venir des Fred Astaire, des mecs quasiment à la retraite, pour les mettre au sommet d'une tour et ils foutent le feu, quoi. Et ça donnait la tour infernale. Et ils arrivaient à comprendre. Et le grand public le comprenait aussi parce que les films d'Irwin Allen étaient des films qui marchaient. Donc ça a été l'aventure du Poséidon et la Tour Infernale qui ont été vraiment ces deux énormes cartons. Mais c'était le seul cinéma populaire que les studios continuaient à produire. Alors on a vu que sur Sugarland Express, Spielberg était plutôt dans l'air du temps, avec le film par exemple de Terrence Malick, La Balade sauvage et tout ça. Avec ce film-là, donc, est-ce qu'il a cherché à créer quelque chose de nouveau? Et notamment sur le point de vue de la réalisation, est-ce qu'il a eu des intentions particulières de ne pas vouloir être dans l'air du temps, mais plutôt d'incarner quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il en avait seulement conscience? Enfin, c'est toujours un peu embêtant de prêter à un réalisateur sur l'ordre du conscient, à quel point il se rendait compte qu'il allait faire une œuvre absolument mythique qui allait marquer. Sugarland Express n'avait pas bien marché, et donc du coup peut-être qu'il y a eu une remise en question quelque part chez lui. Ça n'avait pas bien marché, mais ça avait été sélectionné à Cannes, et on était au début des années 70, on était encore dans des considérations où la vie critique comptait plus que les entrées du film. Hein. Donc, mais il y a eu un malentendu avec Spielberg. Il a été associé à toute cette vague du nouvel Hollywood du début des 70s, alors que secrètement, effectivement, son désir à lui, voilà, c'était sous le plus grand chapiteau du monde. Enfin, c'est quelqu'un qui vient d'un cinéma beaucoup plus accessible et beaucoup plus grand public. Et puis surtout, il a cette obsession totalement immature d'accomplir sa grande œuvre avant ses 30 ans. Il faut rappeler qu'il a 26 ans quand il se lance dans Jaws, et pour lui c'est une course contre la montre. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il s'est mis sur un projet qui était un projet d'envergure. C'était pour se prouver à lui-même qu'il aurait réussi avant ses 30 ans. C'est un film, Jaws, qui a d'abord été proposé à John Sturges, qui continuait à tourner à l'époque, mais qui est plus un cinéaste de la décennie précédente. Sturges, c'est La Grande Évasion, Les Sept Mercenaires, ce cinéma-là. Tout simplement parce que Sturges avait fait un film qui était une adaptation du Vieil Homme et la Mer, et qu'on se disait, il s'est filmé des gens sur un bateau. Et ensuite, Sturges était trop vieux pour ces conneries. Et ils ont fait appel à un gars qui s'appelait Dick Richards, complètement oublié, qui avait fait un petit film qui avait vaguement marché en festival, qui est resté un petit moment sur la pré-production, mais les producteurs Zanuck et Brown en avaient marre de lui parce qu'à chaque fois il parlait de baleines au lieu de parler de requins. Et vraiment, il le reprenait régulièrement, il le corrigeait. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, non, mais ça va vraiment être un problème si le mec n'arrive pas à comprendre qu'on fait un film sur un requin, quoi. Mais lui, dans sa tête, c'était Moby Dick, quoi. Donc, voilà. Et c'est surtout Sid Sheinberg, le big boss,
qui a facilité, on va dire, la mise en place de Spielberg. Sid Sheinberg, c'est son parrain, en gros, dans tous les sens du terme, y compris presque mafieux. C'est quelqu'un qui est une personnalité effrayante, très autoritaire, mais qui avait repéré Spielberg à l'époque de ses années télévisuelles. Il avait vu notamment ce que Spielberg avait fait sur la série Night Gallery, et il s'était dit, ce type, on a vraiment sous le capot, quoi. Et a raison. En gros, il a senti le nouvel Alfred Hitchcock. Et Sheinberg a vraiment protégé Spielberg. Sur Les Dents de la Mer, il y a son épouse qui joue, Lorraine Gary, donc la femme de Brody, c'est l'épouse de Sid Sheinberg, en fait, à cette époque-là. Et donc, ça a un peu facilité le fait que Zanuck et Brown acceptent de travailler avec le jeune Blanc-Bec, on va dire. Et puis, il y avait un côté... Si on peut faire le film avec un gars de la nouvelle école, why not? D'autant que, justement, cette vieille école a insisté pour quelque chose qui va avoir des conséquences dramatiques, c'est-à-dire une forme de réalisme, et Spielberg refusait de tourner en studio, puisque donc Le vieil homme et la mère de Sturges, aujourd'hui, c'est un film quasi regardable à cause de ça. Tout est filmé avec des décors peints, voilà, et on a Spencer Tracy sur sa barque. Alors certes, le coucher de soleil est magnifique, le cadre est bien fait, mais c'est fake du début à la fin. Et Spielberg, qui partage quand même des choses avec cette jeune génération, lui veut faire un film auquel on croit, auquel le public puisse croire, et donc ça veut dire tourner en pleine mer. Mais il réalise pas du tout, hélas. À quoi il s'expose en faisant ça. Donc on va pas faire un making-of de Jaws, mais voilà, on va expliquer que ça a été un tournage qui devait durer 2 mois au départ et qui en a finalement duré 5, qui a été des dépassements de budget, évidemment, des crises de nerfs dans tous les sens et des dépressions nerveuses au point où Spielberg n'a pas tourné les derniers plans du film, en fait. Il a littéralement quitté le plateau dans les derniers jours parce qu'il était à 2 doigts du suicide. C'est pas rien. C'est Joe Alves, le responsable des effets spéciaux, le fameux responsable du requin, qui a tourné les toutes dernières scènes de Jaws, quoi. Donc ça a été un tournage incroyablement pénible pour une raison toute bête, c'est que quand vous tournez en mer, vous ne maîtrisez absolument rien. Et on a quand même un réalisateur qui est un réalisateur pointilleux, précis, qui a des cadres, voilà, très précis en tête. Donc une fois que vous avez fait votre cadre, vous êtes dans un bateau, vous filmez un autre bateau, ben, les bateaux, ils ont bougé. C'est aussi bête que ça. Et quand vous avez un plaisancier qui se pointe à 10 km au fond de l'écran, ben, il faut attendre qu'il ait disparu. Donc il faut attendre que le bateau fasse tout le long, etc. Quand vous mettez du sang dans l'eau, comme c'est la scène avec la mort du gamin, eh ben, il faut 5 heures pour que ce sang disparaisse du cadre. Donc ça a été que des attentes de ce type-là. Et puis ben voilà, tout simplement, vous balancez pas en pleine mer des comédiens qui font des concours de quéquettes, comme ça a été le cas entre Richard Dreyfuss et Robert Shaw, sans que ça ait des conséquences sur le tournage. Donc c'était vraiment un tournage assez cauchemardesque. Et tu disais que donc Sid Sheinberg voyait en Spielberg une sorte de nouveau Hitchcock. Est-ce qu'on peut dire que dans ce film, il y a une filiation assez évidente? Et il y a une filiation qui a été confirmée, puisque donc Patricia Hitchcock l'a dit très clairement. Après avoir vu Jaws, elle a dit c'est peut-être le seul film d'Hollywood digne de ce que mon père faisait, quoi. Elle faisait référence notamment à une scène. Alors je sais pas si c'est tu veux qu'on diffuse la scène en question? Tu veux faire l'analyse dès maintenant? Oui. Bon, on peut la faire. Stéphane, est-ce que tu peux nous envoyer donc la séquence de l'attente sur la plage, s'il te plaît? Donc je vais vous faire le commentaire en même temps. Vous avez vu la scène juste avant. Voilà, donc là vous allez avoir un plan séquence en fait qui vous présente les principaux protagonistes. On a vu la grosse dame qu'on va revoir et on va suivre ce gamin jusqu'à sa mère. Et en fait,
il va nous lier ce gamin au shérif Brody. Donc c'était très important pour ce premier plan qu'il n'y ait pas de coupe. Là, il va dézoomer pour élargir son cadre. Et il dézoome pour une raison toute simple, c'est que voilà, on a une entrée brutale dans le champ de Brody. Donc là, tout a été mis en place sur ce qui va constituer les principaux protagonistes de la scène. Et là, ce qui se passe, c'est que le public attend l'attaque du requin, de même que Brody va l'attendre. Et donc, il y a un côté un petit peu, je vous présente le menu. Ça sera soit ça, soit ça, soit ça. Donc, on va avoir, est-ce que ça sera le chien? Est-ce que ça sera la grosse dame? Est-ce que ça sera le gamin? Et ben, voilà. En gros, c'est ça, c'est le menu. Il y a un truc très intéressant avec le chien sur lequel je vais revenir après. Alors là, notez, les changements de plan sont faits par des figurants qui passent au premier plan. Ce qui permet de passer brutalement de Brody à ce qui se passe au loin et surtout de faire la mise au point. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il voit est impossible. C'est-à-dire que il voit en téléobjectif en fait. C'est-à-dire qu'on oblige le spectateur à se focaliser sur des détails de façon à se mettre dans la peau de Brody en fait. Brody est totalement obsédé par ce qui se passe dans l'eau. Là il y a un plan incroyable. Il faut vraiment du culot pour faire un plan comme ça. Si vous faites attention, on voit ce qui se passe derrière l'épaule du personnage. Mais si vraiment ce personnage était en train de parler au shérif Brody, il regarderait le spectateur, il nous aurait regardé dans les yeux. Or là, on a demandé au comédien de regarder à côté de la caméra, parce qu'en fait, c'est pas son regard qui nous intéressait, c'est ce qui se passait au-dessus de son épaule. Et ça, il faut du culot, parce que si ça marche pas au montage, vous êtes foutu avec un truc comme ça. Donc, il y a une montée de tension qui est proposée par l'arrivée de tous ces gamins, alors que déjà on était inquiets. Vous voyez, il garde toujours dans le point de l'image ce qui est vraiment notre point focal, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'eau. Là, il va le fait que la femme se mette derrière son mari pour lui masser les épaules, c'est justifié au niveau narratif par le fait qu'il est stressé, mais en réalité, Spielberg met la comédienne derrière Brody parce qu'il va avoir besoin qu'elle fasse quelque chose ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pousser le fauteuil sur lequel se trouve Brody. Là, Pépette, il ne retrouve plus son chien. Et ça, pour le spectateur qui découvre le film, c'est obligatoire, le chien s'est fait bouffer. Alors, en réalité, Pépette est peut-être en train de faire ses besoins de l'autre côté de la dune, ça n'a aucune importance. Mais nous, on nous a tellement conditionnés dans cette séquence-là, au même titre que le shérif Brody, à l'imminence de la catastrophe, qu'on est convaincu que Pépette est morte. Donc c'est de la pure manipulation mentale. Et là, on a donc la fameuse attaque avec la musique de John Williams dont on va reparler et le rôle qu'elle a sur ces séquences-là. Et là, voilà le fameux travelling compensé de la scène. Je vais laisser la scène courir jusqu'au bout. Je vais juste attirer votre attention sur le plus mauvais figurant de toute l'histoire. Voilà, il vient de passer. Vous l'avez peut-être vu, un monsieur moustachu qui est passé devant la caméra et qui est totalement hilar. Alors que si on fait un arrêt sur image, on ne voit que lui dans le plan. Donc, pourquoi est-ce que Lorraine Gary s'est mise derrière Roy Scheider dans cette séquence-là? C'est que pour pouvoir faire le travelling compensé, qui est en fait un truc qui a été inventé par Alfred Hitchcock sur Vertigo, donc on appelle ça souvent l'effet Vertigo. Le travelling compensé, c'est vous faites un travelling avant en faisant un zoom arrière ou un travelling arrière en faisant un zoom avant, ce qui fait que le mouvement naturel de la caméra est compensé par le mouvement inverse de la focale. Et du coup, ça fait cette espèce de déformation d'image. Soit l'image s'aplatit, soit elle semble se creuser. Et donc là, c'était l'idée de creuser qui intéressait Spielberg, parce qu'il fallait tout d'un coup que Brody se détache du décor, en fait. Qu'on ait l'impression qu'il est en train de bondir vers nous au moment de l'attaque choc. Mais
pour être sûr que l'effet fonctionne vraiment, ils ont également mis Brody sur une chaise avec un petit rail, et Lauren Gary derrière, elle est en train de pousser. Donc c'est pour ça qu'il l'a mise derrière Brody. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour elle, parce qu'il y a quand même énormément de choses dans cette scène en très peu de temps, mais pour montrer le panel de techniques que Spielberg utilise dans cette scène, et qui sont vraiment de la pure manipulation mentale, il n'y a pas d'autre mot. Spielberg, au même titre qu'Hitchcock, au même titre que Billy Wilder, c'est probablement un des cinéastes hollywoodiens qui est le plus psychologue, c'est-à-dire qu'ils savent exactement au quart de seconde près ce que le public ressent, ce que le public attend, ce qu'il redoute, et il joue avec ça. L'exemple de Pépette, c'est typique. Il y a peu de cinéastes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a peu de cinéastes qui s'autorisent ce genre de choses, parce qu'il y a peu de cinéastes qui savent qu'à ce moment-là, le public va se dire « Mon Dieu, le chien a été bouffé ». Donc, en gros, il décide de pas le mettre. Ce fameux plan où un des gars vient parler à Brody et l'embête avec sa place de parking, demander aux comédiens de ne pas regarder dans la caméra, c'est très risqué. Enfin, j'imagine bien que sur le plateau, le chef opérateur s'inquiète, quoi. Attends, tu demandes aux comédiens de ne pas regarder dans la caméra, mais il est censé parler c'est une caméra subjective, il est censé parler au personnage. Non, t'inquiète, ça va marcher au montage. Il faut être très très sûr de ses effets pour ça. Et pourquoi ça va marcher au montage ? Parce que psychologiquement, le public à ce moment-là n'en a rien à foutre de cette histoire de parking. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir ce qui se passe au-dessus de l'épaule du comédien. Donc, vous avez quelqu'un de 26 ans, mais quelqu'un qui est déjà très très sûr de ses effets. Et peut-être pour compléter en termes de choix, en plus de la mise en scène, il a aussi fait un choix osé par rapport au roman, puisque cet assassinat, j'allais faire un lapsus, cette mort d'Alex en pleine mer, elle ne se passe pas du tout devant une foule dans le roman. C'est vraiment la mère qui est toute seule avec son fils sur la plage, et il y a un monsieur qui joue avec sa fille, et c'est le petit Alex qui n'arrête pas de dire « Maman, j'ai envie d'aller dans l'eau ». Elle lui dit « Ok, mais pas trop loin ». Il part avec son radeau pneumatique et malheureusement, il se fait bouffer. Et donc là, on voit qu'il y a aussi quelque chose qui va être absolument fondamental pour ce film-là, c'est la question de la contamination de la foule. Et la manière dont la contamination du stress qui va aussi agir sur le spectateur, comme disait très bien Rafik, on cherche effectivement qui est le prochain qui va être croqué par le requin, mais il y a aussi directement toute une analyse très intéressante et qui est vraiment continue dans le film autour de la psychologie des foules. Comment le fait même qu'il y ait un personnage qui soit en panique et qui ne comprenne pas ce qui se passe va contaminer absolument tout le monde au point qu'on va avoir un mouvement de foule absolument déconsidéré qui va nous-mêmes nous contaminer en tant que spectateurs, puisque nous-mêmes on est à la fois dans l'attente et dans la frustration de ne pas savoir ce qui se passe. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant de voir que là, il a fait un choix très fort, Spielberg, de se détacher complètement de cette scène qui pourtant est extrêmement violente, puisque ça reste un enfant tout de même qu'on s'autorise à sacrifier dans la bouche du requin. En fait, oui. Outre le fait que Spielberg a souvent été considéré comme un réalisateur gnangnan, justement, j'ai toujours trouvé rigolo de savoir que c'était dans les gros réalisateurs hollywoodiens, c'est le recordman de mort d'enfants dans les films, en fait. Non, il y a effectivement un aspect... Serge Danet parlait de ce film comme un film fasciste, tout simplement à cause de la question du point de vue. Là, je rebondis sur ce que dit Fleur, sur justement la contamination du spectateur, etc. Le fait que on ne pose pas une barrière morale au fait de ne pas nous identifier au requin. Il y a des plans subjectifs du requin dans cette scène. Donc, oui, il y a quelque chose d'ambigu qui est entretenu par Spielberg entre le fait qu'on redoute la mort, mais en même temps on la souhaite. Et il en joue. Donc on a deux personnages auxquels on s'identifie dans cette séquence, parce que les plans subjectifs, c'est soit ceux de Brody, soit celui du requin. Et ça, Danet, que j'apprécie en tant que critique, mais qui avait aussi ses propres critères moraux, on va dire. Pour lui, c'était insupportable. Et c'est pour ça qu'il considérait que Jaws était un film fasciste. Mais il n'était pas le seul à dire tout a été dit de toute façon sur Spielberg à cette époque-là. Mais c'était pour expliquer pourquoi on a pu, à cette époque-là, le voir comme un gros facho. Et c'est là où ça devient intéressant aussi, à mon sens, de replacer Jaws dans une tradition bien ancrée en France aussi, c'est la tradition du Grand Guignol. Puisqu'on voit bien que, quand c'était l'époque du Grand Guignol, dans les années 1900, 1920, etc., 1910, le théâtre d'André Delorde et d'Oscar Métainier, c'était vraiment la question de la volupté cruelle. Cette idée qu'on va au théâtre voir du Grand Guignol, comme on va au cirque, en espérant que la trapéziste tombe, que le lion croque
croque son dompteur. Et là, on voit qu'il y a aussi ça. On voit que nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est dans l'attente peut-être d'une issue fatale. Et de la même manière, le Grand Guignol en faisait des caisses. Il y avait du sang factice à foison. Et là, on voit que cette mort-là, elle ne se fait pas de manière métonymique. On est vraiment dans la gerbe de sang qui vient tacher absolument toute la mer. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs a obligé le chef opérateur et le décorateur, Joe Alves aussi, à faire très 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 attention à la présence de rouge dans les costumes, etc. Vous remarquerez par exemple dans le bateau de Quint, dans la deuxième partie du film, il n'y a absolument rien qui est rouge, justement parce qu'il fallait garder cette apparition pour le sang en fait. Il y a aussi je sais même plus où je voulais, sur quoi je voulais enchaîner, donc je repasse la parole à Fleur. Je suis désolé, ça va me revenir. Non, on va repasser la parole à Olivier, même qui a des choses à nous demander. Tu parlais de Joe Alves et tu évoquais quelques collaborateurs. Il y a une collaboratrice en particulier de Spielberg qui a une importance fondamentale sur ce film. Je pense que c'est sa monteuse. Mother Cutter, on l'a surnommée. En fait, donc Verna Fields, la monteuse du film, c'est une petite légende parce que ça a été une des rares femmes monteuses à s'imposer en tant que monteur principal sur des grosses productions hollywoodiennes. Elle était sur Le Cid d'Anthony Mann, etc. Et dans les années 60, elle a fini par former ses propres assistantes au départ. C'est elle notamment qui a formé Marcia Lucas, qui est devenue Marcia Lucas, donc la femme de George Lucas, qui va ensuite monter Star Wars et beaucoup de films de Scorsese. Et en fait, elle est devenue un peu la marraine de tous ces cinéastes du nouvel Hollywood. Pas forcément créditée dans les films, mais elle était toujours dans le coin pour conseiller, etc. Et donc, Spielberg tenait absolument à la voir déjà parce qu'elle avait l'expérience, et aussi parce qu'elle comprenait les nécessités du montage moderne. Donc, je vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais Jaws est souvent considéré comme le début de ce qu'on appelle l'intensified continuity, c'est-à-dire la continuité intensifiée, c'est-à-dire en gros une accélération du découpage dans le cinéma hollywoodien. C'est un film qui est pas forcément en moyenne, il n'y a pas forcément plus de plans que dans un autre film de 75, mais la variété de longueur est très extrême. On a dans la scène d'ouverture où je vous ai montré ce plan séquence, donc du coup qui est long, mais après vous avez des cuts hyper brutaux qui arrivent, et notamment quand les gamins vont dans la flotte, etc. Des choses qui se faisaient pas dans le cinéma hollywoodien de l'époque, mais en gardant la continuité. C'est-à-dire c'est du montage trépidant, mais pas du montage type soviétique des années 20, c'est-à-dire abstrait, symbolique, etc. On reste dans un montage qui raconte une histoire et qui permet au spectateur de se repérer dans l'espace. Et donc Verna Fields, elle va vraiment être très utile à Spielberg pour ça, pour garder cette idée d'intensified continuity, mais surtout pour lui sauver la mise, parce que donc, comme je l'ai dit, le tournage a été un cauchemar. Il y a très 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 peu de plans qui sont utilisables. Et elle va utiliser vraiment au photogramme près. C'est-à-dire il y a des scènes, elle va aller tirer au bout du bout avant que ce soit foireux, parce que ça se voit que c'est fake, ça se voit que il y a évidemment des fois le requin marche pas, à l'image, mais il y a aussi des fois le comédien est pas bon, l'effet spécial est pas terrible et tout ça. Donc voilà. Encore une fois, je rentre pas dans les détails techniques, mais ça pourrait être intéressant. Mais Spielberg va l'installer littéralement dans une petite maison au bord de la plage, quoi. Il a tellement besoin de cette présence bienveillante, pas loin. C'est pour ça que je parle de Verna Fields comme une marraine, quoi. C'est vraiment genre, tant qu'elle est là, je suis pas un homme mort, en fait. Donc elle va être présente alors que le film est en tournage. Elle reçoit les rushs et elle les monte, et le soir même, il peut commencer à voir avec elle qu'est-ce qui marche pas. Mais voilà, donc elle a d'une certaine manière sauvé le film. L'autre personne qui va sauver le film, voilà, le public, on est bien conscient aujourd'hui, c'est John Williams, donc le compositeur,
Et notamment sauver le film en allant à l'encontre de ce que Spielberg lui a demandé. Spielberg, donc sa mère était musicienne, donc il a une formation classique, et c'était un des rares collectionneurs de musique de film dans les années 60 aux États-Unis. Il adorait tous les gars de l'âge d'or, quoi, les Miklos Rozsa, les Dimitri Tiomkin, etc. Et lui, dans sa représentation, la musique de Jaws, elle doit être épique et hollywoodienne. Et il y en a dans le film. Souvent, d'ailleurs, les spectateurs sont surpris de... Moi, je sais que j'ai souvent fait ce test. Je passe des morceaux de la musique de Jaws à des amis, et ils sont totalement incapables de reconnaître le film, parce qu'ils oublient que notamment dans la deuxième partie du film, on a littéralement de la musique de film de pirates, quoi. C'est vraiment du Korngold, etc. Parce que ce qui reste de Jaws, évidemment, c'est ces fameuses deux notes, ce fameux tuba, voilà, et éventuellement la harpe qui vient par-dessus. Ça a été un truc que Williams a imposé, parce que donc, dans leur première séance de travail, quand Williams lui a joué le thème, il faut bien imaginer qu'il est en train de jouer au piano, hein. Donc le thème joué au piano, c'est pas très compliqué, c'est deux notes, quoi. Donc il a joué les deux notes. Et là, Spielberg attend. Donc Williams refait il attend. Et là, il dit mais c'est tout. Je fais oui, c'est tout. Mais tu te fous de moi, là? Non, c'est ça. Non, mais attends, mais moi je pensais qu'on allait faire quelque chose d'élaboré, tout ça. Il fait, mais Steven, le film que tu m'as montré n'est pas un film élaboré. Ce que tu m'as montré, l'essentiel des scènes, c'est primal, c'est brutal, quoi. Je peux pas faire. Tu faisais le lien avec Hitchcock plus tôt. On peut évidemment faire le lien avec Psychose. Oui, parce qu'il y a cette même exactement. Intensité de l'ordre de la pulsion dans la musique qui ça. va juste mimer un geste. Tout à fait. Psychose, on fait souvent référence à la scène de la douche, mais il y a beaucoup plus d'élaboration musicale dans les scènes précédentes. Mais là, effectivement, c'est le début. Alors, en fait, c'est le côté brutal de la musique de Williams. Il est surtout efficient et remarquable à cause de la scène d'ouverture, notamment. La première attaque, c'est celle qui met en place ce fameux thème du requin. Et donc, comme je dis, il y a une bascule dans la deuxième partie du film qui est l'aventure en mer. Et là, vous avez vraiment des accords qui vont beaucoup chercher du côté de la Perle Noire avec la musique de Miklos Rozsa, ou même l'Aigle des Mers avec la musique de Korngold. Donc on est vraiment dans du Hollywood des années 40 très, très riche. Là, au début, on est chez Stravinsky, le Sacre du Printemps. En gros, je crois que c'est le deuxième mouvement du Sacre du Printemps qui démarre exactement comme le thème de Jaws. Et c'est quelque chose d'assumé, hein, par Williams. Il a aucun scrupule à dire qu'il emprunte au plus grand. Mais ce qui était important avec ce thème, dans sa simplicité, c'est que justement, d'une part, il y a le côté primordial. Ce requin, c'est un truc qui est pas élaboré, quoi. C'est une force brutale, directe, qui vient du fond des âges. Et surtout parce que c'est quelque chose qui va lui permettre de dialoguer avec le public. Donc, du coup, dans les scènes suivantes, le thème est là pour annoncer au public que le requin est présent. Donc là, par exemple, dans la scène que vous avez revue, lorsqu'il arrive sous les jambes du garçon, là, le thème apparaît. Alors que dans le reste de la séquence, il n'était pas là. Et Williams et Spielberg vont un petit peu jouer avec ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils vont annoncer au public l'arrivée du requin. Lorsque le requin n'est pas là, il n'y aura pas de musique. Il y a notamment une scène de panique dans le film où ce sont deux gamins qui font une blague, une mauvaise blague. Et ben en réalité, il n'y a pas de musique, le requin n'était pas là. Et lorsque cette convention va être acceptée inconsciemment par le public, alors là, on va le prendre par surprise. Et il y a une apparition du requin très très choc, où il n'y a pas de musique. C'est la fameuse scène où Brody est en train de jeter de la viande par-dessus bord et qui regarde pas, et qu'il y a ce requin, là, cette bouche qui passe à côté et qui manque de le bouffer, et où il a cette fameuse réplique, on va avoir besoin d'un plus gros bateau. Donc là, c'était volontaire de la part de Williams et Spielberg de se dire, ok, là, le spectateur a compris que la musique annonçait le requin, donc du coup, on la met pas, et l'effet choc va fonctionner. Pour la mort de Quint, je crois qu'il n'y a pas de musique du tout, d'ailleurs. Non, je crois pas non plus. Non. C'est quand même assez audacieux aussi. Mais il y a en fait...
l'idée que la musique soit une forme de marqueur spatial. De la même façon, elle joue le même rôle que les barils jaunes dans la deuxième partie du film. On ne montre pas ce requin, mais on a besoin de montrer sa présence et ce qu'il parcourt autour du bateau. Et du coup, la musique de Williams, elle fait ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur le bateau et que c'est vraiment les trois hommes, les trois marins qui doivent se battre contre les éléments, c'est là où on a la musique de film de pirates. Mais vraiment, hein, si je vous fais la mélodie, c'est un truc du genre... C'est vraiment un truc d'action, quoi. Mais à côté de ça, on a le... qui revient, qui s'en va, qui revient, comme le requin est en train de passer d'un côté à l'autre du bateau. Voilà, donc c'est intéressant ce côté primordial et ce côté entre guillemets élaboré qui symbolise le monde des hommes et le monde et cette force primordiale. Alors vous avez évoqué tous les deux une filiation avec Psychose, avec Vertigo. Est-ce qu'on peut y voir aussi une filiation avec les oiseaux, dans la mesure où on a ce requin, en fait... Il y a une autre filiation qui est, je pense, encore plus importante pour Spielberg, c'est celle de King Kong, qui est un film qu'il a traumatisé, qu'il a porté toute sa vie. Il n'est pas le seul, hein. Il y a le nombre de cinéastes qui ont été marqués à vie par King Kong, dans ce que King Kong représentait. Encore une fois, j'en reviens à cette idée de force primordiale, d'un truc qui arrive, qui était au fond de la forêt, il fallait surtout pas aller le chercher. Le requin de Jaws, il a ce côté-là. Il a ce côté, ce monde des humains, cette civilisation, elle ne réalise pas qu'elle fonctionne sur quelque chose de très profond et de très dangereux qui peut surgir à tout moment. De la même façon que ce gros gorille géant peut arriver au sommet de l'Empire State Building, qui à l'époque est le plus grand achèvement scientifique et technologique de l'humanité, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un truc très conscient chez Spielberg par rapport à ça. Ce qui, par hasard, lorsqu'il va refaire Jurassic Park ensuite, qui est souvent cité comme une forme de réponse à Jaws, à 2 décennies d'intervalle. Dans le Jurassic Park, il y a une citation beaucoup plus explicite de King Kong, en fait. Mais je pense que c'est aussi à cette image-là qui se réfère plus qu'à celle des oiseaux. Et cette figure du requin, Fleur, toi, ça t'inspire d'autres mythes Alors des mythes, oui, c'est vrai que quand on avait parlé préalablement du film, moi j'ai tout de suite pensé à La Bête du Gévaudan, parce que ce qui m'avait beaucoup frappé en revoyant Les Dents de la Mer, c'est la manière dont le requin devient une idée fixe pour Brody. On voit bien à un moment qu'il va compulser des ouvrages, des atlas sans doute pour enfants, mais il ne cesse de s'arrêter sur des images extrêmement sanglantes, où on voit des requins, grande gueule ouverte, et on voit que nécessairement il n'est pas dans un rapport zoologique à l'animal, il est vraiment dans un rapport monomaniaque, où c'est vraiment un individu requin qui va dès lors incarner un élément perturbateur qui va venir bousculer tous les soubassements de ses croyances. Et donc le requin n'est plus seulement un animal, c'est aussi une idée quasiment mythologique. Donc effectivement, je t'avais parlé de prime abord de La Bête du Gévaudan, parce que ce que j'aimais beaucoup dans le film, c'est cette idée que le requin, il est nulle part, il est partout à la fois, et on ne cesse de le chercher, et il en vient à perturber même le tissu économique et social des hommes, hein, puisque là, on n'en a pas encore parlé dans le détail, mais la grande obsession des autres vacanciers, c'est que la plage ne ferme pas, et que ce soit le maire, que ce soit les forces dirigeantes, c'est ça l'obsession. Il faut surtout pas que la plage ferme. Et on voit bien que le requin, il vient mettre de la friction dans des rapports humains qui jusque-là étaient accepté, toléré, et il vient renverser l'ordre naturel des choses. Brody, qui est un bon employé de police qui doit répondre aux demandes de la municipalité, en vient à se rebeller et à s'affirmer lui aussi comme une force perturbatrice. Donc je ne dis pas que Brody se transforme en requin, mais il y a quelque chose d'intéressant sur ce fait que cet homme-là, qui était un peu plus effacé, s'affirme, et ça on le voit très très bien dans le roman, il sombre dans l'alcoolisme, il devient un petit peu plus colérique, et il en vient aux mains carrément un moment avec le maire en lui disant « t'as étripé mon chat, ça c'est inacceptable ». Donc on voit bien que ça va créer vraiment de la disruption. Après, oui, aussi, pourquoi je parlais de La Bête du Gévaudan, c'est parce que j'aime beaucoup cette idée de rumeur qui apparaît très bien et qui apparaît encore mieux dans le roman, puisque dans le roman, à plusieurs reprises, on croit avoir vu le requin, mais c'est en vérité un bout de bois. C'est en fait un baigneur. C'est toujours quelque chose de trompeur. Alors, c'est pas fait avec la même intensité que les scènes qu'on a évoquées un petit peu plus tôt, avec les enfants qui font des blagues, etc. C'est plutôt la rumeur, le pouvoir de la rumeur et aussi le pouvoir des mythes, puisqu'on a aussi un personnage que j'aime beaucoup et je regrette que Spielberg ne l'ait pas mis. C'est une postière qui gère en fait la maison de poste locale,
locale, et elle raconte l'histoire locale d'Amity. Elle raconte comment Amity a été ravagée, fut un temps, par un incendie, par une maladie. Et on se rend compte, juste par ces 3 phrases incises, que le requin va faire partie de la grande mythologie de la ville et que dès lors, il va retisser autre chose. Et on le voit bien, puisque d'ailleurs, la grande pancarte typiquement américaine d'Amity, elle est souillée et on dessine le requin. Donc je trouve ça très intéressant sur le plan historique, sociologique, de voir que le requin, c'est une rupture nette qui va entrer dans un nouveau paradigme où nécessairement Brody, il faut qu'il trouve sa place, sa femme aussi, et plus généralement les vacanciers qui sont questionnés dans leur rapport de plaisance à la plage, qui devient un lieu hostile dès lors. Donc Bête du Gévaudan, oui, carrément, je trouve que c'est hyper intéressant pour penser l'énergie disruptive du requin, mais plus généralement le requin en tant qu'entité perturbatrice, qui va questionner les soubassements de cette ville et les arcanes du pouvoir de cette ville. Et ça, on le voit vraiment, vraiment dans le roman, puisqu'il y a des intrigues mafieuses. On se rend compte qu'on accuse même Brody d'avoir quasiment été, on le voit aussi dans le film, responsable de la mort d'Alex, mais aussi d'avoir peut-être caché les viols de certaines femmes. Enfin, ça va très, très loin dans le roman. Il devient vraiment l'antagoniste suprême, Brody. Et donc, il se rend compte qu'il a, d'une manière assez obscure, une forme d'empathie dans le roman pour ce requin qui lui aussi est un petit peu pointé du doigt comme étant le mal absolu. Et Brody se trouve complètement exilé par la communauté des hommes et des femmes qui l'entourent. Je crois, il faudrait vérifier, mais je crois que Brody est le seul personnage à parler au requin dans la scène finale, notamment, lorsqu'il lui demande de venir et qu'il le traite de salaud, il est littéralement en train de s'adresser à lui comme un adversaire, et qui dit adversaire, il se complète, quoi. Il y a un aspect, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été conscientisé par Benchley ou même par l'équipe qui est en charge du film, qui est intéressant sur cette idée de communauté. Cette histoire, elle met en scène la rupture d'un contrat social, en fait. Il y a eu trahison. On a sacrifié des gens pour ne pas fermer Amity. Et le grand auteur du contrat social, c'est Thomas Hobbes, qui, dans le contrat social, donc, utilise une figure mythologique particulière qui est le Léviathan, donc cette créature des profondeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conscientisé? J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est là. Ce film parle de ça, et il a cette créature mythologique en son sein. Et effectivement, ce que le requin souligne, c'est cette trahison originelle, en fait. Et donc, ce requin, ça représente aussi une obsession pour le personnage de Quint. Et je crois que, Fleur, tu voulais revenir sur une scène en particulier. Alors, je ne sais pas si on a vraiment besoin de la diffuser. Je me suis posé la question, mais je vois que la lumière est légèrement en train de baisser. On peut éventuellement la regarder. C'était simplement pour vous parler qu'il y a aussi des éléments historiques tout à fait factuels dans ce film-là. Donc, oui, revenons éventuellement sur l'extrait, comme ça vous l'aurez en tête. Stéphane, s'il te plaît. Merci beaucoup. What is it? Mr. Hooper, that's the USS Indianapolis. You were on the Indianapolis? What happened? Japanese submarine slammed 2 torpedoes into our side, Chief. He was coming back from the island of Tinian to Leyte and just delivered the bomb, the Hiroshima bomb. 1,100 men went into the water. The vessel went down in 12 minutes. Didn't see the first shark for about half an hour. Tiger, 13-footer. You know that when you're in the water, Chief? You tell by looking from the dorsal to the tail. What we didn't know was our bomb mission had been so secret, no distress signal had been sent. They didn't even list us overdue for a week. Very first light, Chief. Sharks come cruising. So we formed ourselves into tight groups. It's kind of like old squares in a battle, like you see in a calendar, like the Battle of Waterloo. And the idea was, shark comes to the nearest man, that man he starts pounding and hollering and screaming. Sometimes the shark would go away. Sometimes he wouldn't go away. Sometimes that shark, he looks right into you, right into your eyes. You know the thing about a shark, he's got
lifeless eyes, black eyes like a doll's eyes. When he comes at you, he doesn't seem to be living until he bites you, and those black eyes roll over white, and then... Oh, then you hear that terrible high-pitched screaming. The ocean turns red, and in spite of all the pounding and the hollering, they all come in, they rip you to pieces. You know, by the end of that first dawn, lost 100 men. I don't know how many sharks, maybe 1,000. I don't know how many men, they average 6 an hour. On Thursday morning, Chief, I bumped into a friend of mine, Herbie Robinson from Cleveland. Baseball player, bosun's mate. I thought he was asleep. Reached over to wake him up. Bobbed up and down in the water. It was like a kind of top. Upended. Well, he'd been bitten in half below the waist. Noon the 5th day, Mr. Hooper, Lockheed Ventura saw us. He swung in low and he saw us too. A young pilot, a lot younger than Mr. Hooper anyway. He saw us and he come in low, and 3 hours later, a big fat PBY comes down and started to pick us up. You know, that was the time I was most frightened, waiting for my turn. I'll never put on a life jacket again. So 1,100 men went in the war. 316 men come out. The Sharks took the rest June the 29th, 1945. Anyway, we delivered the bomb. Alors pourquoi est-ce que je voulais passer cet extrait? Parce que moi, c'est probablement mon extrait favori du film. Je le trouve très intense et je trouve qu'il nous amène dans un autre régime interprétatif. Puisqu'on voit bien que le requin peut devenir en fait une espèce de retour du refoulé, tout simplement du traumatisme de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Puisque là, vous l'aviez vu avec l'encart qui ne fait pas partie du film, évidemment, hein, qui vous replaçait les choses dans le contexte. L'USS Indianapolis, il était chargé d'apporter des pièces pour les 2 bombes H, les bombes qui allaient frapper Hiroshima et Nagasaki. Il vous raconte qu'il était donc à bord de cette flottille, qu'il a été frappé par des bombes d'un sous-marin japonais et qu'il a donc, avec ses 1193 de mémoire autres collègues, fait naufrage en pleine mer, qu'il a été attaqué par des requins et qu'à l'issue de ce naufrage, quelques jours après, il ne restait plus que 316 hommes. Donc on voit bien que ça l'a complètement traumatisé, on voit ça hantise dans ses yeux. Alors la première lecture qu'on pourrait faire, c'est évidemment de dire Quint, c'est simplement un capitaine Achab de Moby Dick de Melville, c'est un homme qui va être tenté par son idée fixe, il veut se venger de ce requin originel. Mais cette scène-là, elle a aussi le mérite, quelque part, de nous dire que ce film des Dents de la Mer, on peut aussi le replacer dans une longue liste, de manière assez inattendue, de films qui traitent du syndrome post-traumatique. Que ce soit L'échelle de Jacob, que ce soit La 9e configuration, tous ces films-là, et Apocalypse Now évidemment, qui nous parlent de ce que le corps subit dans un régime de guerre et ce que l'esprit garde comme marque durable, on voit bien que le requin aussi, il nous permet de découvrir un pan tout simplement du vécu de Quint qu'on ne soupçonnait pas et de nous poser la question, alors là j'extrapole évidemment, il n'y a aucun témoignage qui va en ce sens, mais en quelle mesure le requin n'est pas aussi tout simplement une incarnation de la vengeance possible, du retour du trauma de la guerre, où les Américains doivent payer aussi tout simplement le prix des atrocités qu'ils ont fait. Et c'est le pauvre Quint qui va absoudre les péchés en quelque sorte, hein, parce que rappelez-vous la scène tout de même, hein, il est avalé tout rond par le requin. C'est la première fois qu'on voit vraiment le requin gueule ouverte, gober complètement l'individu, et c'est quand même l'individu qui nous a fait part de sa responsabilité dans un désastre à l'échelle planétaire. Donc moi je l'aime beaucoup cet extrait, je trouve qu'il donne, encore une fois ça nous montre que les films de Spielberg c'est un millefeuille, où chaque fois qu'on le regarde on peut donner une interprétation, une lecture différente, et là vous voyez, ça nous permet de rejoindre les Dents de la Mer, non pas dans les attaques d'animaux sauvages, etc., comme il y en a Flores encore aujourd'hui, mais dans un autre régime, celui du film qui va transcender
le syndrome post-traumatique militaire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le passer, parce que j'aime beaucoup et j'affectionne beaucoup cet extrait. Oui, après, je pense qu'il faut préciser également que c'est une séquence qui a été écrite en un temps record et tardivement. C'est John Milius qui a écrit cette séquence à la demande de Spielberg, qui était vraiment paniqué parce qu'il leur manquait quelque chose, en l'occurrence justement par rapport au personnage de Quint. Voilà, Milius, bon, on pourrait faire des heures sur lui, mais c'est un personnage de grand provocateur qui, à la fin des années 60, dans ces universités où on avait beaucoup de babacools, aimait bien se pointer dans des costumes de révolutionnaires mexicains avec des cartouches, des sombreros. Voilà, il se qualifiait lui-même de fasciste zen. Bon, bref. Et ça a été un des premiers à rentrer dans les studios, notamment à cause de sa plume. Il avait vraiment une plume extraordinaire, au même titre que Coppola. Et il a sauvé comme ça des projets par justement des monologues vraiment qui arrivent pile poil. L'autre monologue qu'il a fait 2 ans avant, c'était pour l'inspecteur Harry, le fameux monologue tu te demandes s'il y avait 5 balles ou 6 balles, la fameuse réplique Do you feel lucky, punk? On la doit à John Milius. Bref, mais c'est vrai que ça ouvre le film à cette. Je suis tout à fait d'accord avec toi à cette idée du trauma, et que ça nous permet d'oublier justement le côté Moby Dick évident quand on découvre le film, mais pour abonder dans ton sens, il y a aussi le fait que lorsqu'il est gobé par le requin, comme tu dis, il n'est pas gobé, il est littéralement, il finit exactement comme ce qu'il a décrit de son compagnon, c'est-à-dire below the waist, en fait, c'est-à-dire voilà, à moitié avalé, dans une imagerie mythologique importante aussi, hein, qui est celle de Jonas, on n'a la pas parlé baleine. de Jonas, mais là aussi, Jonas, lui, serait un parangon tout à fait intéressant pour Quint, puisque Jonas, rappelez-vous, il devait aller annoncer à Ninive que la ville allait être détruite, et il se dérobe à sa responsabilité. Donc il y a aussi quelque chose toujours du rapport à Dieu, du rapport à la responsabilité et à la possible punition, puisque Jonas, il passe 2 jours et 2 nuits dans le ventre de la baleine, enfin du gros poisson selon les lectures, avant d'être recraché, et donc d'accepter sa mission, parce que sinon Dieu va être de plus en plus en colère. Alors, on pourrait parler des Dents de la Mer pendant des heures, mais il nous faudrait un plus gros créneau. Si fallait résumer en quoi et comment ce film reste culte 50 ans après, qu'est-ce que vous diriez ? Encore une fois, les films qui restent comme ça, qui s'accrochent, je dirais, parce que c'est pas. Il y a des films qui restent parce que la critique les entretient, l'académie, voilà, les dictionnaires du cinéma. Et il y a des films qui sont là, quoi qu'on le veuille ou non. Je parlais de King Kong tout à l'heure. King Kong, c'est fascinant. C'est un film de 1933 qui est encore vu par des gens qui sont incapables de regarder des films des années 60. Pourquoi un truc comme ça dure aussi longtemps ? Tout simplement, ce sont des films qui touchent pour moi, à l'essence. Quand il y a un mot qu'on a beaucoup utilisé dans ce débat qui est celui de mythologie, et on touche à ça. Le cœur de la mythologie, c'est ça. Hein, c'est vraiment par le récit nous mettre en contact avec quelque chose qui transcende les mots, en fait. On n'a pas de mots pour décrire ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit cette affiche la première fois ? On n'a pas vraiment de mots. Mais on sait que ça existe. On sait que cette émotion, elle est là, elle est en nous, en fait. Est-ce que c'est... j'ai parlé tout à l'heure de puissance obscure du désir. Oui, c'est une façon d'en parler. Mais en réalité, je pourrais mettre des tas d'autres mots pour en parler. C'est l'ombre de Carl Jung. On peut théoriser tant qu'on veut. Mais rien ne remplace le choc originel, de la découverte de cette affiche. Il se passe quelque chose, quel que soit son âge, quelle que soit sa culture, le pays où j'en reviens à cette fameuse diffusion du film dans une taverne au Népal, ça nous affecte parce qu'on est humain, en fait. Donc c'est en ça que c'est un film mythologique, et c'est pour ça que c'est un film qui dure. Absolument. Enfin, ça nous prouve que Steven Spielberg est un grand facteur de mythes, un grand façonneur de mythes. Et par ailleurs, on le voit bien encore aujourd'hui, le plus grand hommage qui est donné aux Dents de la Mer, c'est le fait qu'il ne cesse d'être réinventé sous des formes extrêmement populaires. En fait, il ne cesse de se réinventer dans la culture vernaculaire. On a des Sharknado, on a Sous la Seine, enfin, on a des films sans cesse qui ne cessent. Alors, est-ce qu'ils réinventent précisément ? Non, mais ils vont tirer la substantifique moelle, quitte à raconter un autre récit où cette fois le requin est une figure de l'étranger, une figure
figure de l'antagoniste. Et on voit bien à quel point ce film a marqué profondément nos imaginaires et la culture populaire, puisque précisément, il répondait à un besoin, celui de manifester par un être mythologique, un antagoniste, des peurs primales qui représentent tout un tas de choses. Comme on l'a dit, la guerre, la peur de l'étranger, le problème de former communauté. Enfin, ce film-là, je vous parie que dans 50 ans, on continuera de le diffuser en salle. C'est assuré. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous.